Donc, vous avez devant vous la nouvelle plateforme, la nouvelle interface de numérique premium qui, suite à, d'une part, un travail d'au moins un an avec un nouveau partenaire technique et un certain nombre de consultations, on a donné un coup de jeune et de modernité à cette plateforme qui existe depuis 10 ans. Ça fait donc 10 ans qu'elle est disponible pour les utilisateurs, les bibliothécaires, les formateurs. Et donc, à l'occasion de ces 10 ans, on a décidé de refaire peau neuve au niveau de cette plateforme, mais en ayant la continuité dans la modernité, de manière à ne pas désarçonner les utilisateurs, de ne pas les perturber au moment où ils vont arriver directement sur cette nouvelle plateforme le jour J. Le jour J étant normalement, si tout va bien par rapport à ce qu'on a programmé, lundi prochain, le 11 septembre, complètement de coïncidence en termes de date. Et ça va effectivement permettre aux utilisateurs, grâce à votre présence aujourd'hui et pendant les autres webinaires qui sont organisés, à l'initiative aussi de Couperin, avec qui nous avons mis en place cette série de webinaires, de pouvoir un peu communiquer, de pouvoir un petit peu accompagner les utilisateurs qui pourraient, je dis bien pourraient, être un peu déboussolés au moment d'arriver sur la nouvelle plateforme. Même si je pense qu'en termes de prise en main, vous allez voir que c'est relativement simple et intuitif. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec la page d'accueil. Cette page d'accueil est, on va dire, relativement simple, avec un certain nombre d'éléments concrets auxquels on peut avoir accès directement. Et je commencerai par le bandeau noir, donc en haut, qui est un peu le point d'appui pour pouvoir naviguer à l'intérieur de la plateforme. Et ce bandeau noir, de la même manière que le pied de page qu'on va voir à la fin de la page, ne bouge jamais. Donc, effectivement, c'est une possibilité pour pouvoir revenir sur telle ou telle rubrique, sur tel ou tel onglet. Ensuite, vous allez reconnaître, pour celles et ceux qui connaissent bien la plateforme actuelle, le carrousel, qui a été complètement revu en termes graphiques, en termes d'image. Et l'objectif est effectivement de pouvoir, à partir de ce carrousel, cliquer directement sur une de ces images pour envoyer sur la page de la collection en particulier. Donc là, si je m'arrête ici, études de la littérature francophone, si je clique dessus, je le fais là, on va arriver directement sur la page de la collection en particulier. On va revenir dessus plus en détail, bien entendu, un peu plus tard. Ensuite, au niveau du carrousel, on a gardé deux éléments et on en a rajouté un troisième. La demande pour un test gratuit qui peut se faire au nom de l'institution ou au nom d'un individu. Mais comme vous le savez déjà, on fait en sorte de rapprocher l'utilisateur demandeur à son institution, de sorte qu'il puisse faire une demande auprès de la bibliothèque, auprès de l'institution elle-même, de manière à en faire profiter plus de personnes, premièrement, et puis deuxièmement, comme nous ne pouvons pas proposer nos services auprès des individus seuls, sans une institution derrière, c'est vrai que ça risque d'être un peu frustrant pour l'utilisateur. Donc, on fait toujours en sorte, le mieux possible, de le rapprocher, le raccrocher à son institution quand c'est possible et quand ça existe. Ensuite, on a le même bouton que nous avons actuellement, qui est un petit peu à un autre endroit, pour donner son avis, pour partager son retour d'expérience. Une page, en fait, qui pour le moment n'a pas été modifiée en cliquant sur le bouton, mais ça va se faire de manière à un peu adapter le formulaire à notre nouvelle plateforme et peut-être modifier quelques questions, en ajouter d'autres, enfin voilà, quelque chose de relativement simple et pratique pour pouvoir après partager le retour d'expérience dans le cadre d'un test, dans le cadre d'un accès à plus long terme, et donc de pouvoir après collecter et partager les informations avec vous, les bibliothécaires,
Et puis, nous avons ajouté ici un bouton qui nous a été demandé par ailleurs pour recommander à un bibliothécaire un ouvrage. Alors, en réalité, on pouvait le faire pour quelque chose de plus large et plus complet qu'un ouvrage comme une collection ou une thématique, mais on a considéré que c'était quand même plus simple pour vous d'avoir une référence par rapport à un ouvrage qui, en général, ne sera pas disponible dans le cadre d'un abonnement ou d'une acquisition pérenne. Sinon, bon, il n'y a pas besoin de le recommander, mais au moins, on a fait en sorte de se raccrocher à chaque ouvrage à chaque fois, ce qui fait qu'au moment où l'utilisateur fait cette recommandation, vous avez l'information et vous pouvez, gérer la mettre de côté en vue d'un développement de collection, en vue d'un nouvel abonnement, d'une nouvelle acquisition, sachant que, comme vous il est possible de créer son propre bouquet, sa propre collection sur mesure. Donc voilà pour les 3 boutons, je dirais un petit peu pour agir en tant qu'utilisateur ou même institution par rapport à la plateforme et l'usage, soit dans le cadre d'un test ou d'une recommandation. En descendant un petit peu plus bas, on a 2 éléments, donc on va dire 2 listes qu'on a mis effectivement à peu près au milieu de la page. Les plus récents, ce sont les titres qui ont été les plus récemment chargés de plateforme, c'est important, sur la date de publication de la version papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a décidé de nous baser uniquement sur la date de publication papier pour l'ensemble des métadonnées que nous proposons sur le catalogue et sur la plateforme. Ce qui fait qu'il n'y a pas de, on va dire, confusion entre la date de mise en ligne ou la date de publication papier. C'est quelque chose qui peut être amené à évoluer, mais on a pris cette décision pour le moment par rapport au lancement. Donc, chaque titre, en fait, va avoir, je dirais, son zoom sur la droite avec un début de résumé, de description, et il suffit de cliquer sur le bouton «Lire la suite» pour arriver sur la page descriptive de l'ouvrage. On va voir plusieurs exemples dans quelques minutes. Donc ça, c'est pour la première liste des plus récemment chargés et on a à côté les plus consultés. Donc ça reprend un petit peu à l'avant-dernière partie de la plateforme actuelle où on avait les 4 premiers titres, puis les 4 titres suivants et encore les 4 autres derrière. Donc ça faisait 12 titres qui étaient disponibles par rapport à la consultation du mois en cours ou plutôt du mois précédent, du mois plein précédent sur la base de la totalité des institutions qui ont un abonnement ou qui ont acquis des titres de manière pérenne. Et donc, on va faire effectivement un petit peu la même chose que sur le modèle des plus récents. Les 6 titres, là on s'arrête à 6, ce qui est déjà pas mal. Les 6 titres sont effectivement disponibles sur la droite. Bon, notez que, j'en reparlerai tout à l'heure, que tout est complètement responsive, c'est-à-dire complètement adaptable à tous les appareils de navigation, que ce soit ordinateur fixe, ordinateur portable, tel type d'écran, des larges, des moins larges, les tablettes, smartphones, tout est responsive et donc on peut utiliser l'ensemble des fonctionnalités sur tous ces appareils-là. Donc là, effectivement, on a les éléments à droite qui apparaissent de la même manière que pour les titres les plus récents. Et on peut cliquer directement sur «Lire la suite», on peut cliquer sur le titre ici et sur non, que le titre, pas l'image de couverture, que le titre et puis «Lire la suite» ici. Je continue à descendre sur ma page accueil. Donc là, nous avons 3 blocs. Un premier bloc qui correspond aux dernières nouvelles, aux éléments à la une. Donc on en met 2 en général, disponible à tout moment. Et là, vous voyez, il y a déjà des éléments qui sont programmés pour le jour du lancement, de la sortie de la plateforme. Et il suffit effectivement de cliquer sur le bouton «En savoir plus» pour arriver sur une page d'information un peu plus détaillée par rapport à cette information en particulier que nous communiquons à tout le monde directement sur cette page d'accueil. À droite, nous avons un bloc qui correspond directement à l'abonnement ou l'inscription à la lettre d'information numérique, donc notre newsletter, je dirais, qui donc permettra à tout un chacun, en cliquant sur ce bloc, je le fais ici pour vous montrer, de remplir le petit formulaire et à partir de là,
va pouvoir être abonné à la lettre d'information numérique, que ce soit un utilisateur, bibliothécaire, formateur, n'importe quelle personne qui arrive et qui renseigne les éléments demandés va effectivement pouvoir s'inscrire à la newsletter. Ensuite, le troisième bloc, c'est un bloc qui est particulièrement adapté aux, je dirais, typologies d'institutions et éventuellement, bien sûr, d'administrateurs au sein des institutions. Et on a rajouté également les éditeurs, puisqu'on estime que c'est important que les éditeurs ou partenaires actuels ou partenaires futurs puissent un petit peu voir avec qui on collabore déjà et comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux. Donc, chaque, je dirais, bloc à l'intérieur de ce même espace va pouvoir diriger, accompagner, informer la bibliothèque et le personnel de la bibliothèque par rapport à comment finalement utiliser et profiter des différentes fonctionnalités de la plateforme. En cliquant sur le bouton En savoir plus, ici, je vais le faire pour l'exemple, on arrive sur une page et donc, avec ou des éléments d'illustration et des éléments d'information, on est capable de voir un petit peu ce à quoi on a droit en tant que compte personnel, mais également en tant que compte institutionnel. Je vais revenir dessus dans quelques minutes lors de cette présentation. Mais voilà, on a au moins à tout moment une information qui permet d'en savoir un petit peu plus et c'est complémentaire à l'aide en ligne qui est également disponible. Je continue à descendre. On arrive ici sur une zone qu'on va appeler les bouquets thématiques complémentaires au carrousel. Auparavant, il y avait une liste sur une colonne de gauche sur la page d'accueil. Et là, effectivement, on a voulu être un peu plus graphique, un petit peu plus moderne et apporter, en plus une touche de couleur, apporter les collections complémentaires à celles qui sont dans le carrousel, sachant qu'on en a plus de 40 maintenant, des collections thématiques. Et donc, il suffit d'aller en mettant effectivement sa souris au milieu de l'image de la collection et en cliquant sur consulter, eh ben, par exemple celui-ci, on va arriver directement sur la page dédiée à la collection en particulier. Donc voilà, encore un autre élément pour pouvoir basculer de la page accueil vers une page de collection en particulier, qu'on soit abonné, qu'on ait fait une acquisition ou pas. Bien entendu, c'est ouvert à tout un chacun au niveau du catalogue. On gagne le bouton pour voir tous les bouquets d'un coup. Donc là, si je clique dessus, et je vais également y revenir plus en détail, on arrive sur la page des bouquets. Donc là, ben, finalement, tous les bouquets disponibles vont défiler et sont listés par ordre alphabétique. Là, c'est vraiment très simple, c'est un ordre alphabétique, donc pas compliqué pour retrouver tel ou tel bouquet qui peut intéresser l'utilisateur. Et je finis par le pied de page, donc qui ne va pas bouger, qui va rester effectivement ici en permanence. Donc, on a la partie connexion avec nos réseaux sociaux. La partie sujet, on va pouvoir rebondir directement sur n'importe quel élément sujet, donc tel que ça a été créé, je dirais, par nous-mêmes au niveau de la plateforme actuelle et la nouvelle. Donc, au fur et à mesure, on ajoute les sujets principaux qu'on va appeler des sujets parents et on va après avoir des sujets secondaires. On retrouve ici, donc un peu au milieu, la zone des ressources, donc pour les différentes bibliothèques, éditeurs et l'aide. On a la partie rester connecté pour être un petit peu toujours en rapport avec nous, avec nos outils, et puis également avoir le compte personnel ou institutionnel directement accessible à partir de là. Et puis, une partie sur la droite qui correspond à des informations un petit peu plus générales, les termes et conditions, les mentions légales, politique de confidentialité, etc., etc. Donc, voilà pour la page d'accueil, qui est donc, encore une fois, parfaitement responsive et adaptable à n'importe quel outil de navigation, et c'est le cas pour l'ensemble de la plateforme. Alors, maintenant, on va rentrer à l'intérieur des onglets qui sont donc ici, en tout cas les principaux. Donc, on va commencer par l'onglet Livres, qui correspond peu ou prou à ce qu'on a déjà, hein. Encore une fois, on ne veut pas tout révolutionner et réinventer. Donc, on arrive effectivement ici sur la page qui correspond à l'ensemble du catalogue.
Donc, on est sur, je dirais, 1/3, 2/3 au niveau de la présentation de la page. 1/3 qui est sur la gauche, qui correspond à l'ensemble des filtres, des facettes, plus précis, plus pertinent pour l'utilisateur. Et puis les 2/3 restants, donc ce bloc à droite, correspondant aux résultats eux-mêmes et un certain nombre d'outils que l'on peut utiliser pour naviguer et rentrer un peu plus dans le détail de chaque ouvrage qui est disponible à l'écran. Notez, et après on va bien sûr revenir sur une situation où le compte est reconnu, en haut à droite, ici, j'ai un bouton «S'inscrire, s'identifier», donc c'est la zone d'identification ou pour l'institution ou bien entendu pour l'utilisateur. Et là, tel que vous la voyez, en fait, il n'y a pas de compte qui est reconnu. Ce qui explique aussi le fait que ici, ce soit complètement vierge, il n'y a aucune information par rapport à une quelconque institution. Vous allez voir que ça va changer avec. Alors, comment ça se présente au niveau de ces 2 blocs? On a donc les, vues courtes des ouvrages à chaque fois dans un premier temps, quel que soit le type de résultat qu'on met à l'écran, par rapport à une recherche, par rapport à un sujet donné, par rapport à un bouquet. Et puis, on a effectivement les filtres, pour affiner à côté. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information sur la vue courte? On a l'image de couverture, on a la clé d'accès, donc là, vous voyez que c'est bien indiqué «pas d'accès» parce qu'effectivement, je n'ai ni institution ni compte personnel pour le moment, rattaché. Donc effectivement, je suis complètement sur un catalogue en tant qu'anonyme. Vous notez ici la, collection principale de rattachement au titre. Alors bien sûr, quand on a plusieurs collections, pour un même titre, ce qui peut arriver de temps en temps, bien en fait, on a décidé de prendre la collection principale, la 1re, la primaire qu'on retrouve dans nos rapports, statistiques d'usage notamment. La date de publication de la version papier, toujours, hein, c'est le repère que nous avons utilisé. Le titre donc de l'ouvrage, l'auteur ou les auteurs quand ils sont plusieurs, l'éditeur, notez qu'ils sont cliquables tous les 2, donc on peut relancer une recherche sur chacun de ces éléments directement dans le catalogue. Le DOI, qu'on a mis directement en première ligne parce que c'est quelque chose qui est très utilisé pour pouvoir se repérer et éventuellement faire des rebonds. Un bouton «Voir le résumé» qui, en cliquant donc dessus, va permettre de dérouler le résumé dans son intégralité, ici. Un bouton table des matières. Donc, si je clique directement sur la table des matières, j'arrive sur la page descriptive de mon ouvrage, donc détaillé, mais exactement à l'endroit de la table des matières. Et notez que d'ores et déjà, on a le même principe de table des matières que nous avons sur la plateforme actuelle, à savoir un lien cliquable à chaque fois que une section, une sous-section de la table des matières est disponible. Et donc, si j'étais abonné ou j'avais acquis cet ouvrage-là au niveau de mon institution, j'arriverais directement sur le texte intégral au bon endroit par rapport à la section que j'ai choisie. On verra un ou deux exemples tout à l'heure. Enfin, j'ai le texte intégral. Donc là, si je suis encore une fois abonné où j'ai une acquisition qui a été faite pour ce titre-là. En cliquant, je vais arriver directement sur la liseuse qui va s'ouvrir en parallèle de mon espace de navigation où je suis actuellement. Je vais pouvoir faire des tris, à savoir alphabétiquement, comme c'est là par défaut. Après, si je faisais une recherche, je pourrais effectivement trier par pertinence en fonction de la stratégie de recherche que j'ai décidé d'utiliser. Et puis, je vais pouvoir également trier par date de publication papier toujours. Donc, ben, je vais avoir effectivement un ordre antéchronologique, donc décroissant, en partant du plus récent au plus ancien. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire sur n'importe quelle page de résultats. Je peux décider combien de résultats je veux voir par page, donc 10, 20, 50. Je peux sauvegarder une recherche, alors soit à partir d'un élément que j'ai trouvé en balayant les livres, en balayant les sujets, en balayant les bouquets, peu importe, quelle que soit la page de résultats que j'ai, je peux sauvegarder la recherche
à partir du moment où j'ai un compte qui est reconnu. Parce que là, si jamais effectivement je clique dessus, j'ai absolument rien qui est rattaché à la recherche, donc elle ne va pas pouvoir être sauvegardée. Au niveau des filtres, nous avons un certain nombre d'éléments connus, déjà utilisés sur la plateforme actuelle, et puis on en a ajouté quelques autres. Donc, l'année de publication en premier, qui permet soit en allant directement dans le bloc de date modifié à la main, soit en utilisant le curseur ici, comme un peu une fiche chronologique, et donc limiter au fur et à mesure la période. Notez que tous les filtres qui ont été utilisés, appliqués, vont apparaître dans cette zone-là et ils pourront être supprimés un par un ou on pourra tout supprimer d'un coup. On a ajouté un filtre pour les auteurs et les directeurs d'ouvrages. Donc, en fonction effectivement de ce que nous avons à droite, on va avoir l'ensemble des auteurs ou directeurs d'ouvrages qui sont concernés et il suffit de lister et d'aller chercher éventuellement tel ou tel auteur ou directeur d'ouvrage par rapport à sa recherche et affiner effectivement le résultat. On va pouvoir, de la même manière qu'on le fait aujourd'hui, lister les bouquets auxquels les titres sont rattachés. Donc là, comme je suis sur tout le catalogue, ben, j'ai tous les bouquets qui apparaissent, bien sûr. On va garder également l'approche par sujet. Donc notez qu'on a les sujets principaux d'abord et ensuite, il suffit de cliquer sur le petit plus pour pouvoir dérouler les sujets secondaires. Et à partir de là, choisir tel ou tel sujet qui nous intéresse pour pouvoir affiner le résultat. On va pouvoir filtrer par éditeur, bien entendu, comme on le fait aujourd'hui. Et enfin, on a également ajouté un bloc titre qui correspond en fait à l'initiale, alors après article défini, indéfini, l'initiale du mot principal, au premier mot principal du titre. Et à partir de là, effectivement, on est capable de dire, hop, je choisis telle lettre. Je viens de voir une question, mais je vais y répondre dans très peu de temps. Question très pertinente. Et donc voilà, j'ai décidé effectivement d'utiliser la lettre J et donc j'ai tous les titres qui commencent par la lettre J qui vont apparaître. Voilà pour la partie filtre, je dirais de base quand on est au niveau de l'onglet livres, mais après on va le voir que c'est un peu la même chose au niveau des bouquets, des sujets et d'une recherche en particulier. Alors, pour répondre effectivement à la question que j'ai vue passer dans la conversation, qui dit: «Est-ce qu'il n'y a pas un filtre par rapport aux, abonnements ou, aux ouvrages qui ont été, acquis?» Donc quand j'ai un accès ou quand je n'ai pas d'accès au texte intégral. Donc, on va faire la chose suivante, on va aller chercher un compte personnel ou institutionnel. Alors, je vais vous montrer 2 choses différentes. Ici, il y a la partie la connexion, correspondant au, compte personnel ou institutionnel, si jamais mon compte est rattaché à, par exemple, un rôle d'administrateur au sein de l'institution. Et puis, j'ai la connexion institutionnelle, je dirais, basique, sans avoir un rôle d'administrateur et ça va permettre notamment de pouvoir s'authentifier avec une fédération d'identité telle que, Renater, Shibboleth, OpenAdsense pour, des systèmes, je dirais, plus anglo-saxons. Donc, je vais commencer par celui-là. Au niveau de la connexion institutionnelle, soit je connais le nom de mon institution ou éventuellement la ville, et je vais la rentrer comme ça, et je vais pouvoir cliquer directement sur l'entrée ou les entrées qui m'intéressent pour pouvoir m'authentifier à travers le système effectivement de la fédération d'identité, de manière à pouvoir ben, ne pas rentrer dans un autre système d'authentification qui peut être le proxy, adresse IP ou autre, puisque là, ça a été intégré au niveau du compte de l'institution. Je rentre mon identifiant, mon mot de passe et je suis immédiatement reconnu. Donc ça, c'est effectivement quand je connais le nom de la ville ou de l'institution. Et si jamais éventuellement, ou je ne la trouve pas, ou je veux sélectionner à partir d'une liste, je vais cliquer sur ce bouton-là et je vais pouvoir effectivement rentrer à l'intérieur d'un certain nombre de fédérations d'identité. Donc là, en l'occurrence, je vais aller chercher Renater et là, je vais avoir les établissements qui ont déjà activé leur accès Shibboleth et donc je peux rentrer dans n'importe quel de ces éléments de la liste pour pouvoir m'authentifier de la même manière
à partir donc du système qui a été mis en place par l'institution. Bon, après, ça peut être plus ou moins long, mais vous avez compris le principe. Ça, c'est quand j'ai effectivement besoin de m'authentifier par la fédération d'identité. Si je reviens ici, donc par rapport à mon compte personnel, je vais avoir donc ce qu'on appelle le système Connect ou Science Connect, que peut-être vous connaissez déjà par ailleurs avec d'autres ressources numériques. Donc, c'est un système qui permet de gérer un certain nombre de comptes qui sont extérieurs à une plateforme ou à une ressource comme la nôtre. Et là, vous voyez qu'on peut se connecter grâce à un compte Google, à un compte Orchid, si on en a un, à un compte Microsoft ou à un compte Apple. Donc, là, soit je me connecte avec un de ces comptes, soit, comme je vais le faire là, je me connecte avec un email et un mot de passe. Donc, on va pouvoir effectivement s'inscrire, s'enregistrer avec des données principales par rapport à son compte. Et après, il suffit de se connecter, s'identifier. Donc là, c'est ce que je vais faire avec mon compte. Donc, j'ai mon mot de passe qui est enregistré. Et soit j'arrive directement, je dirais, sur la plateforme avec mon compte qui est reconnu, soit je peux avoir une double vérification qui apparaît avec un code de vérification que je vais récupérer par mail, par un texto, donc avec le numéro de téléphone que j'aurai renseigné, ou alors par une application de type Authenticator sur mon téléphone. Et donc, j'ai un code que je vais effectivement renseigner pour vérifier cette double authentification. Donc là, on voit bien que je suis reconnu au niveau de mon compte. Si je clique, j'ai effectivement mon compte qui apparaît. On va aller voir un petit peu plus tard ce qu'on a derrière. Et puis, je peux me déconnecter. Qu'est-ce qui se passe également à ce niveau-là? C'était effectivement vierge jusqu'à maintenant. Et là, on a quelque chose qui apparaît, qui est rattaché à mon institution. Parce que mon compte ici est rattaché à une institution dans cette démo, si vous voulez. Et donc, j'ai immédiatement l'information, parce qu'elle a été personnalisée au niveau de la page, comme quoi c'est bien mon institution qui me permet l'accès. Donc, j'ai un logo, j'ai un texte de bannière et j'ai même un lien vers mon institution. Donc ça, ce sont des choses que vous allez pouvoir, en tant qu'administrateur du compte sur la plateforme numérique premium, gérer par vous-même. Alors ça, c'est quelque chose qui était effectivement un peu soit autonome, soit on nous demandait d'intervenir. Là, ce sont des choses qu'on a voulu rendre beaucoup plus autonomes et flexibles au niveau de l'institution elle-même. Donc, je vais revenir au niveau de ma page livre, où j'étais tout à l'heure. Et là, je vais faire une recherche. Vous voyez, au niveau de la zone de recherche que je vais appeler la recherche rapide, j'ai un terme de recherche. Je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre des guillemets, bien entendu, en fonction de ce que je veux utiliser comme stratégie de recherche par rapport à mes termes. Je peux rentrer des mots, des phrases, des auteurs, un ISBN, un DOI ou des mots-clés. Ça, c'est quelque chose que je peux faire tout de suite au moment où je vais rentrer dans ma zone de recherche rapide. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, en fonction de ce que j'ai rentré, j'ai un menu déroulant qui apparaît avec quelques propositions. Propositions qui peuvent être liées à un livre, comme ce qui est le cas là. Ça peut être lié à un bouquet et ça peut être lié à un auteur. Donc, en fonction de ce que je vais rentrer, ici, j'ai donc un terme qui est lié à un titre. Ici, je vais avoir quelque chose qui est lié à un auteur. Et si je rentre ici cette chaîne de caractères, je n'ai même pas fini le mot qu'on me propose déjà des choses. J'ai soit un livre, soit sujet, j'avais oublié effectivement l'entrée sujet, soit bouquet. Donc, en fonction de ce que j'ai dans mon menu déroulant, je vais pouvoir lancer directement une recherche parce qu'elle est déjà, je dirais, limitée, soit par rapport à un ouvrage, soit par rapport à d'autres éléments. Donc, si, par exemple, je clique sur le sujet ici, géopolitique, j'ai donc une recherche qui se fait par rapport à ce sujet. Donc, j'ai donc les 215 résultats. Notez le fil d'Ariane ici qui repart à partir de l'accueil, qui amène au sujet principal et ensuite au sujet secondaire sur lequel j'ai cliqué à partir de mon menu déroulant.
et j'ai effectivement la bannière sujet qui apparaît parce qu'effectivement, j'ai basculé sur un affinage de mes résultats au niveau d'un sujet. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, en première, je dirais, en premier élément du filtre qui est donc sur la gauche, même si j'ai toujours mes filtres qui sont appliqués là, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, pour répondre à la question que j'ai vue passer, j'ai effectivement ici un bloc type d'accès qui va me permettre immédiatement, en tant qu'utilisateur donc de la plateforme, mais également en tant qu'utilisateur institutionnel, je vais pouvoir cliquer sur cette case et afficher uniquement et donc filtrer uniquement le contenu auquel j'ai l'accès intégral. Donc si je le fais ici, je vais avoir non plus 215, mais 55 résultats. Et là, je suis sûr effectivement d'avoir accès intégralement aux résultats qui me sont proposés, ce qui ne m'empêche pas de faire encore, je dirais, des choix d'affinage au niveau d'autres filtres, que ce soit auteur, bouquet, encore sujet, parce que je peux avoir des termes dans un sujet que je vais retrouver dans d'autres, ou éditeur, si jamais j'en ai plusieurs. Donc là, qu'est-ce qui a changé? Bah, simplement, d'abord parce qu'effectivement, j'ai un accès intégral, bah, il apparaît en termes de clé d'accès, ici. Et ensuite, bah, si jamais j'utilise la table des matières ici ou le texte intégral là, je vais partir directement sur une ouverture du texte intégral, soit via la section de la table des matières, soit au sein bah, du document primaire. Donc si je clique là, tout de suite, texte intégral, j'ai un deuxième onglet qui s'ouvre à côté de l'onglet de ma navigation. Et donc, je rentre à l'intérieur de la nouvelle liseuse que je vais vous décrire. Pendant que ça s'ouvre, je réponds à deux questions. Est-ce que l'accès via EasyProxy sera maintenu? Oui, absolument. Et est-ce qu'on vous enverra les nouveaux identifiants pour le compte admin? Ah, il y a un point d'interrogation à ce niveau-là, à savoir que notre objectif est de maintenir les mêmes identifiants mots de passe si jamais effectivement on peut faire une migration de ces éléments entre la base de données que nous avons actuellement et la nouvelle. Et sinon, ce sera effectivement parfaitement possible de vous faire recréer un compte avec ces mêmes identifiants que nous aurons dans notre base. Donc, on aura peut-être besoin de communiquer par rapport à ça, mais ce n'est pas encore tranché. On va essayer d'avoir un minimum d'opérations à faire entre les données d'avant ou d'aujourd'hui et les données dans la nouvelle plateforme. Donc, la liseuse, nouvelle version, première chose que je dois vous dire, c'est que comme absolument la totalité de la plateforme que nous avons voulu refaire et recréer à partir de ce que nous avions déjà, elle va être bilingue. Donc, elle va être et en français et en anglais. Et donc, il y a de temps en temps des éléments qui ont été créés pour la première fois en langue française avec notre partenaire, qui est un peu, je dirais, en train d'essuyer les plâtres avec un opérateur comme nous, français, et purement français, je dirais même pas que francophone, mais purement français. Et donc, il y a des éléments sur lesquels ils sont en train de travailler, et pour le lancement du 11 septembre, il se peut qu'il y ait encore quelques petits ajustements à prévoir après. Donc, c'est le cas de cette liseuse qui, même si elle est parfaitement simple à comprendre et intuitive, vous allez le voir, eh bien, elle est en anglais aujourd'hui et elle va bien sûr basculer en français prochainement. Donc, on a deux éléments sur cette liseuse. On a l'élément, je dirais, un peu métadonné, un peu extérieur aussi à ce que nous avons dans le texte intégral, et puis la partie texte intégral à droite. Donc, on va dire un quart, trois quarts. Partie gauche, rapidement, un petit peu le détail des métadonnées qu'on retrouve, la possibilité d'aller directement voir la page descriptive de l'ouvrage si on n'était pas encore passé par là au moment où on l'a cliqué à partir d'une vue courte, le résumé qui est repris ici, les éléments principaux métadonnées de l'ouvrage et la possibilité de gérer les notices dans les outils de gestion bibliographique à ce niveau-là. Si je descends sur le deuxième élément de cette petite zone ici qu'on va appeler un peu la navigation pour les métadonnées, j'arrive ce qu'on appelle outline, donc la table des matières, exactement comme on l'a au niveau de la page descriptive de l'ouvrage, et elle est de la même manière totalement cliquable. Donc je peux
partir de n'importe quel élément à gauche pour ouvrir l'élément à droite. Ça, c'est quelque chose de très simple et très dynamique. Ensuite, des éléments qu'on va ou garder ou cacher tant qu'on n'aura pas la possibilité d'exploiter ce type de matériel, je dirais, un peu extérieur au document primaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les matériaux. On va trouver un autre terme pour pouvoir effectivement le traduire en français, que ce soit bien compréhensible. Mais en gros, on va pouvoir sortir du fichier XML de base ou l'éditeur ou nous-mêmes avons généré des éléments, on va dire, complémentaires à ce que nous avons au niveau du texte lui-même. Donc, il peut y avoir des figures, il peut y avoir des images, des illustrations, selon, encore une fois, comment c'est structuré dans l'XML. Il peut y avoir des tableaux, c'est plus peut-être sur des articles scientifiques, des ouvrages scientifiques que ça peut apparaître, mais sait-on jamais, y compris dans les disciplines que nous proposons. Il peut y avoir des éléments médias également, des podcasts, des vidéos, des choses comme ça. On l'a déjà dans notre EPUB Initiation aux études historiques, donc notre manuel numérique. Pourquoi pas dans d'autres manuels ultérieurs. Et puis, ça par contre, on va pouvoir l'utiliser. Ce sont les matériaux supplémentaires, donc des cahiers complémentaires qu'on peut avoir à l'intérieur du folio qui est proposé par l'éditeur. Et le quatrième élément, ça va être des liens vers des références par rapport à une publication donnée, donc une sorte en fait d'extrapolation vers d'autres ouvrages, d'autres références biblio par rapport à tel ou tel titre qui est effectivement proposé dans la liseuse actuellement. Et puis, pourquoi pas, un élément également de citation, si jamais on arrive à intégrer dans, encore une fois, l'XML, des données de citation par rapport à tel ou tel ouvrage. Donc voilà pour la partie gauche, et vous voyez ici que j'ai une petite flèche qui me permet de réduire donc complètement jusque à gauche de mon écran cet élément pour avoir plus de place au niveau du texte intégral. Alors, je reviens au début, ici, voilà. Donc, la manière dont ça va s'afficher pour moi par rapport à mon compte personnel ou institutionnel va dépendre de ce que j'ai fait auparavant. Si, par exemple, j'étais déjà sur cet ouvrage-là, à la page, on va dire, 25, et puis où je me suis déconnecté, où il y a eu un arrêt d'activité de ma part, ou alors, voilà, je suis passé à autre chose en parallèle, eh bien, quand je vais revenir, je vais retrouver ma page 25, je vais retrouver l'endroit où j'étais au moment où j'ai quitté. C'est effectivement par rapport à ma session et par rapport à mon compte. Donc, un autre collègue, un autre utilisateur n'aura pas, bien entendu, la même situation si ou il n'est pas rattaché à un compte, ou alors si effectivement il a utilisé l'ouvrage d'une autre manière. S'il était à la page 50, eh bien lui, il reviendra à la page 50. Donc ça, c'est effectivement lié à la session au niveau de l'outil, mais je vais retrouver la même chose si jamais je bascule d'un ordinateur à un téléphone ou d'un téléphone à une tablette. Donc voilà comment effectivement la liseuse fonctionne au niveau de la session utilisateur. Alors qu'est-ce qu'on a comme éléments? Des choses que vous connaissez déjà, on n'a pas réinventé la roue, on a juste ajouté des éléments qui nous paraissaient ou pertinents ou qu'on a pu obtenir de la part de nos partenaires éditeurs. Je réponds vite à une question que je vois passer. Quid de l'URL d'une éventuelle stanza mise à jour? Je vais pouvoir répondre à ça une fois qu'on aura mis en place l'ensemble des éléments liés à notre nouveau domaine et voir si on a besoin effectivement de renseigner des éléments stanza, auquel cas ce sera directement intégré dans les pages d'aide aux bibliothécaires ou d'aide en ligne. Et la connexion simultanée à un titre est-elle illimitée? Oui, ça ne change absolument pas. On peut être autant d'utilisateurs que l'on souhaite sur la plateforme, sur un ouvrage, sans aucune limite d'accès simultané. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette liseuse? On a d'une part l'élément correspondant, je dirais, au format, puisque jusqu'à maintenant, on a exploré et exploité uniquement des PDF, des PDF ossérisés, des PDF imprimeurs, images quand on ne peut pas faire autrement, mais uniquement des PDF. Et c'était apparemment ce qui était plébiscité globalement par les utilisateurs. Mais depuis un certain nombre d'années maintenant, et je dirais qu'on va pour prendre le train en marche,
eh bien, les EPUB sont également sollicités, demandés, et puis il y a même des éditeurs qui ne proposent que des EPUB et pas forcément des PDF. Donc, nous allons pouvoir exploiter les EPUB à partir de maintenant, avec la nouvelle plateforme, avec la nouvelle liseuse, et donc, on pourra choisir, quand on sera sur la page descriptive de l'ouvrage, donc que là, je ne peux pas vous montrer encore, mais ça va venir, on pourra choisir, en fait, si c'est possible, d'accéder soit au PDF, soit à l'EPUB. Hop, je reviens ici. Donc, ce sera indiqué là, si c'est PDF ou EPUB. Ensuite, là, j'ai la zone, je dirais, de navigation à l'intérieur des pages. Donc, je peux aller voir la page précédente, la page suivante, aller au tout début, aller à la fin ou aller à une page en particulier de mon choix et directement arriver au bon endroit. Là, en fait, c'est quelque chose effectivement qui est lié à ce bloc, mais on va pouvoir également le faire avec des flèches qui seront effectivement à gauche et à droite de la zone de lecture. Et vous voyez à droite que j'ai deux options en cliquant sur ce bouton, deux options de lecture, un peu comme nous avons actuellement. La lecture, je dirais, PDF verticale, comme on a ici, qui est un peu habituelle. Et puis, on a également la lecture, on va dire horizontale ou sur deux pages. Et donc, c'est là que j'ai mes flèches, effectivement, qui apparaissent pour passer d'une page à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui reprend un petit peu comment la liseuse d'aujourd'hui fonctionne. Après, je peux éventuellement adapter mon écran par rapport à l'ouvrage et au format effectivement de l'ouvrage. Donc, si je veux effectivement agrandir bien davantage pour avoir une lecture plus confortable, et puis je peux ensuite dézoomer ou au contraire zoomer à ma guise par rapport à mon confort de lecture. Je vais pouvoir faire une recherche, donc c'est-à-dire je vais prendre n'importe quel terme qui m'intéresse et je vais lancer une recherche. Là, j'y vais un petit peu à l'aveugle. Donc, je mets un terme, je lance ma recherche et je vais avoir un certain nombre de propositions qui vont apparaître. Donc là, ça continue un peu à défiler jusqu'à temps qu'il s'arrête après avoir été tout au bout de l'ouvrage. Et dès maintenant, je peux, à partir de la page où je suis actuellement, donc la page 25 ou 26, je peux revenir en arrière et voir là où les termes de ma recherche se situent. Donc là, en l'occurrence, on voit, j'ai un petit peu dézoomé pour que vous voyez mieux, on voit que le terme est en surbrillance ici, et si je continue à cliquer d'une page à l'autre, je vais le retrouver également ici. Et au fur et à mesure qu'effectivement, il va afficher les éléments que j'ai cherchés, eh bien, ça va me permettre effectivement de localiser à quel endroit le terme a été trouvé. Après, c'est peut-être aussi une question de connexion et d'affichage de la page selon tout ce qu'il y a affiché, des images, des cartes, des choses comme ça. Mais voilà le principe. Une fois qu'effectivement j'ai fini ma recherche, j'ai vu ce qui m'intéressait, là vous voyez encore une fois l'élément qui est surligné, je peux sortir de là directement et puis je peux relancer une nouvelle recherche de zéro avec un autre terme. Et je vais avoir à chaque fois les éléments qui vont apparaître à l'intérieur du texte intégral. Ici, je ne vais pas le montrer pour le moment parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore défini par rapport à la politique et éditoriale et de partage des données entre institutions. Donc, je dirais que c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à intégrer, mais voilà, je ne vais pas le montrer pour le moment. Et là, en cliquant sur les trois petits boutons, on a quelques éléments complémentaires, notamment ici, l'impression. Donc, en cliquant sur le bouton là, je vais pouvoir imprimer l'entièreté du document ou alors sélectionner un certain nombre de pages. Et là, il y a un seuil, je crois, maximal qui a été défini, mais que l'on peut modifier. C'est encore quelque chose que nous allons définir ensemble en interne. Donc, je crois qu'on est à peu près à une dizaine de pages que l'on peut imprimer en même temps. Donc, si je fais par exemple 10 à 20, ici, je clique sur imprimer, j'ai mon navigateur d'impression
qui va apparaître. Pendant que ça charge, je réponds à une question qui correspond à la mise à jour des URL et la gestion avec les fournisseurs des systèmes de gestion de bibliothèques type Alma, Primo, chez Exlibris, vers lesquels les accès aux ressources donc, sont donnés aux usagers. Sachez que les URL que vous avez enregistrées jusqu'à maintenant pour les ouvrages, pour les bouquets, pour les sujets. Donc les URL principales vont être maintenues et soit ce sera complètement transparent et on aura exactement la même URL entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on aura demain, soit il y aura une redirection automatique. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de changer les éléments vous-même à votre niveau ou au niveau des opérateurs d'outils de découverte, de gestion de, de graphique, etc. Tout sera effectivement complètement adapté et mis à jour. Donc, n'importe quel lien ne sera pas, je dirais, mort ou ne pourra pas fonctionner par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveaux liens et de nouvelles URL qui seront créées avec la nouvelle plateforme, mais au moins pour tout ce qui est référencement, il n'y aura pas de problème, ce sera effectivement maintenu. Donc voilà, j'arrive effectivement sur mon navigateur d'impression. Donc, bah, je peux directement choisir d'imprimer à partir de cet outil et noter. Je vais essayer d'agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Oui, sauf qu'en fait, il agrandit pas mon navigateur d'impression. Donc, je vous le montrerai à un autre moment, dans quelques minutes. Ici, vous avez ce qu'on appelle à gauche, hein, le tatouage numérique de l'ouvrage. C'est-à-dire que, et pour l'impression, et vous allez voir également dans le cadre du téléchargement autorisé, et j'insiste sur le autorisé, eh bien, on a un certain nombre d'informations qui vont apparaître au niveau de la page qui va être imprimée ou la page qui va être téléchargée, à savoir l'URL par laquelle je suis arrivé, mon prénom et mon nom si mon compte est reconnu, mon adresse IP, la date, un certain nombre de mentions légales, copyright, droit d'auteur, etc. Ce qui permet de lutter contre le piratage, l'usage frauduleux des documents en dehors de ce qui est autorisé au niveau de nos licences et auprès des utilisateurs et institutions. Donc, l'impression va effectivement fonctionner parfaitement bien et vous aurez à chaque fois cette mention qui va apparaître sur le document. Et donc, je vais revenir sur les autres éléments ici dans quelques secondes, mais comme je suis dans la partie, je dirais, tatouage numérique, j'ai un bouton qui effectivement sera disponible pour tous les ouvrages qui ont fait partie ou qui font partie d'une acquisition pérenne, que ce soit dans le cadre institutionnel, voire même dans le cadre national. Et je pense notamment aux licences nationales qu'on a pu mettre en place avec le dispositif ISTEX. Eh bien, en cliquant sur ce bouton, vous allez avoir hop, vous allez avoir le téléchargement de l'ouvrage qui va se faire donc, de manière externe et on va voir à quel endroit je le récupère. J'ai eu un pop-up qui a été bloqué, mais je dois l'avoir quelque part. Heu, bon, je vais le retrouver après. Doit être caché quelque part dans mes outils. Je vais le retrouver après, mais je vous montrerai effectivement qu'on a le même tatouage qu'au niveau de la page imprimée, donc qui permet encore une fois de lutter contre le piratage. Et uniquement les titres ayant fait l'objet d'une acquisition pérenne seront disponibles sous réserve de l'accord des éditeurs, mais c'est ce qu'on souhaite obtenir au mieux pour pouvoir effectivement télécharger l'ouvrage séparément de la plateforme. Je reviens ici sur deux éléments qui sont en fait liés. On va avoir la possibilité, de manière, je dirais, ponctuelle et encadrée, en fonction du compte de l'utilisateur, donc toujours par rapport à ce qu'il peut faire
en étant reconnu au niveau d'un individu ou au niveau d'une institution, on va avoir la possibilité de sauvegarder l'ouvrage pour une lecture offline, une lecture hors ligne. Donc, si je clique ici, sur ce bouton, je devrais avoir, alors il est un petit peu long parce qu'il y a pas mal d'illustrations, pas mal de choses un peu lourdes au niveau de l'ouvrage, mais vous voyez qu'il commence un petit peu à remplir le cercle ici. Et l'objectif, c'est qu'au moment où le cercle sera complètement rempli, je vais pouvoir accéder à mon document offline. Si par exemple je perds ma connexion, je sors de l'endroit où j'étais en train de travailler sur la plateforme, je prends un transport en commun, j'ai pas de connexion ou autre, eh ben, je vais quand même pouvoir lire le document offline, même si je n'ai pas téléchargé l'ouvrage. Je vais pouvoir le lire de manière offline, temporairement. Et surtout, je vais pouvoir revenir toujours par rapport à mon compte personnel sur la bibliothèque de mes documents offline. Donc, en allant sur ce bouton-là, je vous montre ici, j'ai donc un nouvel onglet qui apparaît et j'ai deux titres qui sont effectivement disponibles de manière offline. Donc, si je n'étais pas connecté, ce qui effectivement n'est pas le cas actuellement, je pourrais cliquer sur chacun de ces ouvrages et pouvoir les consulter sans être effectivement rattaché à une connexion Internet. Donc voilà, on va le laisser continuer au niveau de la sauvegarde. Je vais essayer de retrouver l'endroit où le téléchargement a eu lieu rapidement. Je pense que je vais l'avoir dans mes téléchargements en local. Je vais le relancer. Et là, je pense que ça va être bon parce que j'avais un pop-up qui me bloquait. Donc là, voilà, c'est bon. Le téléchargement est en train de démarrer. Alors, je prends une autre question en même temps que c'est en train de télécharger. La consultation offline dure combien de temps? C'est quelque chose qu'il faut que je vérifie au niveau des paramètres qui ont été définis ou que l'on peut définir. Je ne sais pas encore exactement le temps que ça va durer ou on va faire durer, mais ça va être effectivement précisé prochainement et ce sera indiqué également dans l'aide en ligne ou l'aide aux bibliothécaires. Oui, alors la réponse effectivement à cette question, pour la consultation offline, il faut donc indiquer à nos usagers de se créer un compte. La réponse est oui, ça va être vérifié pour voir comment ça se passe quand on n'est pas connecté, mais il me semble effectivement qu'il faut avoir un compte créé pour pouvoir utiliser ce type d'outil. Bon, le téléchargement est toujours en cours. On va revenir en attendant sur la page des résultats où on était, et puis on va un peu explorer davantage la page descriptive de l'ouvrage. Donc, en cliquant sur la page de couverture ou le titre, voire même encore la table des matières, comme on a vu tout à l'heure, on va arriver sur cette fameuse page descriptive qui se présente de la même manière pour absolument tous les ouvrages, bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous avons? On a d'abord un bandeau ici qui est repris où je peux accéder directement à la liste de mes ouvrages. On va revenir dessus quand on va être sur les données de compte. On peut revenir sur la page des bouquets et on peut revenir sur la consultation de tous les ouvrages du catalogue. Ce sont des raccourcis qu'on a mis directement au niveau de la page descriptive de l'ouvrage. Donc, très rapidement, on retrouve les éléments métadonnées principaux. On a ajouté l'ISBN, le EISBN, donc ISBN numérique, qui pour l'instant est lié au PDF, et il y aura également la même chose pour l'EPUB. Le texte intégral, donc, auquel on peut accéder également à partir de là. La table des matières, à partir de laquelle également on peut accéder, à partir du bouton, on peut accéder à ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc on retrouve en bas de la page, ici. Je continue en bas, j'ai effectivement le résumé. J'ai le même élément que nous avons sur la plateforme actuelle,
c'est-à-dire les ouvrages qui ont pu être publiés par le ou les mêmes auteurs, et donc en fonction du nombre de titres qui vont apparaître, je vais en avoir, je crois, 4 par défaut, et je peux en voir plus pour relancer une recherche au niveau du ou des auteurs, et je peux, bien entendu, cliquer sur l'ouvrage lui-même ou le titre, voire même l'auteur pour relancer l'ensemble des ouvrages publiés par l'auteur au sein du catalogue. Et donc la table des matières qu'on a vue tout à l'heure. Si je vais sur la partie droite, ici, je vais avoir un certain nombre d'outils que l'utilisateur va pouvoir explorer par rapport au contenu. Donc, je vais pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou par email les éléments descriptifs de cette page d'ouvrage. Je vais pouvoir exporter les références bibliographiques. Donc là, je vais cliquer dessus pour vous montrer. On arrive sur une page dédiée. Je reprends les éléments principaux de ma citation. J'ai la possibilité de choisir le format qui m'intéresse par rapport à l'outil que j'utilise. Notez que quand on utilise Zotero, il faut prendre le format BibTeX pour pouvoir effectivement générer la citation bibliographique dans Zotero. Et puis après, je peux faire une importation directe ou pas, télécharger les éléments que je vais après exploiter dans un outil externe. Et puis, je peux avoir également des conseils pour l'export de citations. Donc, je reviens à ma page descriptive. Je vais pouvoir sauvegarder dans les favoris le titre en question. Donc, il suffit de cliquer ici et je vais arriver sur la page de mon compte à laquelle on va revenir, bien entendu, dans quelques minutes. Et là, j'ai la liste de mes favoris. Donc, l'ensemble des titres que j'ai choisi de mettre dans mes favoris, je les retrouve ici. Et je peux cliquer sur n'importe lequel d'entre eux pour pouvoir rebondir sur la page descriptive de l'ouvrage. Et puis, je peux également décider d'en cocher quelques-uns et de les supprimer. Donc, ça va disparaître de ma liste directement. Je reviens sur ma page descriptive. Je vais pouvoir recevoir des alertes. Alors, j'ai plusieurs types d'alertes. Je vais avoir une alerte par rapport à des données, on va dire, un peu fixes, des sujets, des collections. Et puis, je vais pouvoir également générer des alertes par rapport à des recherches que j'aurais sauvegardées. On va voir dans quelques minutes comment ça se présente. Mais pour le moment, je vais vous montrer la partie liée au sujet et au bouquet. Alors, en cliquant sur ce bouton, on arrive également sur la zone correspondant à mon compte. Donc, j'avance un petit peu également sur les outils liés à mon compte en parallèle. Alors, apparemment, j'ai quelqu'un qui essaye de rentrer. Non, c'est bon. Donc, ah oui, au passage, je vous montre rapidement le téléchargement de l'ouvrage de tout à l'heure. Et vous voyez que je retrouve la mention sur la marge de rapport, donc à qui à télécharger avec toutes les mentions, droits d'auteur, copyright, etc. Voilà, c'était juste pour vous montrer, une fois que c'est téléchargé, comment ça se présente, et c'est pareil sur toutes les pages, hein, bien entendu. Voilà, je referme la parenthèse à ce niveau-là. Je reviens sur les alertes. Donc, notez que actuellement, et ça va être modifié au niveau de ce libellé, actuellement, les alertes par rapport à cet outil qui a été mis en place donc, avec notre partenaire fonctionnent très bien avec des chapitres et avec des articles de revue, mais pas encore avec les ouvrages dans leur entièreté. Et comme on fonctionne uniquement, en tout cas jusqu'à maintenant, sur des ouvrages dans leur intégralité, il va falloir faire une manipulation technique qui va prendre quelques semaines encore pour pouvoir être vraiment complètement opérationnel au niveau de ces alertes thématiques. Je vous montre quand même rapidement à quoi ça ressemble, mais effectivement, ça va être un petit peu en attente d'être complètement opérationnel et finalisé. Alors, on a eu soit le choix de cacher complètement, soit de le laisser pour montrer que ça va exister, et on va mettre un petit élément entre parenthèses disponible prochainement. Donc, mes alertes, elles vont pouvoir d'abord être traitées en termes de fréquence. Donc, je peux choisir soit de ne pas en recevoir, mais de garder quand même l'enregistrement, soit de les recevoir quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
selon la manière dont les chargements vont évoluer et donc les nouveautés vont rentrer au fur et à mesure en fonction des sujets ou des collections. Ensuite, on a donc une arborescence complète de tous les sujets, je vais appeler ça parents ou les sujets principaux, comme art ici, et puis ensuite, on décline tous les autres sujets secondaires. À chaque fois, c'est le même principe, par ordre alphabétique. Donc, on prend d'abord le sujet principal et ensuite, on décline par sujet secondaire. Et il suffit de choisir tel ou tel élément qui nous intéresse par rapport au sujet. Là, j'en fais quelques-uns pour l'exemple. Et vous pouvez également traiter les alertes par bouquet. Alors parfois, c'est relativement proche, parfois ça peut être un petit peu différent, un peu complémentaire. Et donc, vous allez pouvoir choisir le ou les bouquets qui vous intéressent en tant qu'utilisateur pour pouvoir recevoir des alertes lorsque du nouveau contenu apparaîtra sur la plateforme. Notez un petit bug, c'est un peu fort, mais en tout cas, un petit souci d'affichage des bouquets ici et à d'autres endroits également lorsque l'on fait des recherches. En fait, les bouquets sont libellés dans la zone principale en anglais et la zone secondaire en français au niveau de notre back-office. Et donc, on est en train de réparer, entre guillemets, ce petit problème. Et donc, les bouquets vont apparaître en français dans la version française. Donc, je peux également choisir de cocher tel ou tel bouquet et à partir de là, valider. Ça va, sur la théorie, je dirais, prendre en compte ce que j'ai demandé. Les paramètres d'alerte email ont été mis à jour, vous voyez, c'est indiqué ici. Et si jamais je souhaitais ou revoir la liste et la modifier ou la réinitialiser complètement, donc tout vider d'un coup, je peux cliquer sur ce bouton-là. Et normalement, ça devrait se déconnecter, ça devrait se décocher. Il y a peut-être un petit souci au niveau du lien du bouton. À vérifier un peu plus tard. Donc voilà pour le principe des alertes à partir donc de la page descriptive de mon ouvrage, ici, et vous verrez qu'on peut également le faire par rapport aux recherches sauvegardées. J'ai également le flux RSS que je peux générer à partir de cette page. Et puis, comme je vous en ai parlé au départ, avec les différents boutons en dessous du carrousel de la page accueil, on va pouvoir recommander à un bibliothécaire l'ouvrage directement à partir de cette page. Donc, j'ai les coordonnées de mon compte personnel qui apparaissent, les éléments que je dois renseigner donc par rapport à telle bibliothèque, telle institution, le ou la bibliothécaire, l'adresse email du ou de la bibliothécaire, voire une adresse alias, donc par exemple docelec@unif-tartampion.fr, et à partir de là, ça va effectivement arriver directement avec la recommandation. Et je peux, en fonction du profil utilisateur que j'ai, éventuellement argumenter pourquoi je recommande la publication. À partir de là, je peux valider. Je peux également vider le formulaire directement avec ces boutons-là. Donc voilà par rapport à la page descriptive de l'ouvrage. J'ajoute que, et je vais vous montrer un exemple tout de suite, en allant chercher un autre terme de recherche et un autre exemple. J'ajoute que, alors, c'est pas le bon exemple, je vais en prendre un autre. Que celui-là, il est bon, à voir. Non, il est toujours pas bon. J'essaie de vous trouver un exemple avec des mots-clés pour vous parler de ça en particulier. Hem
Voilà. Donc ici, en plus de tout ce que je vous ai montré avec, les éléments de la page descriptive de l'ouvrage, on a maintenu les mots-clés tels qu'ils sont déjà présents dans la plateforme actuelle, mais on a la volonté, et ça va se faire dans un futur à déterminer, avec l'intelligence artificielle notamment, qui va intervenir, avec, la feuille de route de notre partenaire technique. On va faire en sorte d'automatiser l'extraction des mots-clés à partir des fichiers PDF ou EPUB. Et donc, autant on a une partie des titres qui ont des mots-clés aujourd'hui et qu'on maintient, ce qui permet de rebondir facilement sur chacun des éléments pour faire une nouvelle recherche à l'intérieur du catalogue et d'avoir donc les résultats correspondants. Eh bien, on va faire en sorte d'avoir la totalité des titres qui seront effectivement couverts par les mots-clés, de manière à ne pas avoir de différence entre certains titres et certains autres. Et donc, comme ce sera automatisé, ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace par rapport à l'intégration des éléments dans les fichiers XML, etc., et de pouvoir le montrer sur cette page. Donc voilà, c'était juste pour vous informer qu'on maintient les mots-clés actuels et on va faire en sorte de les généraliser. Voilà pour la partie, page descriptive de l'ouvrage. On va basculer sur la partie bouquet puis sujet rapidement, même si on a vu, on va dire, la grande majorité des éléments auxquels, vous allez avoir accès. Donc là, je vous ai montré la page, par ordre alphabétique des bouquets. Donc chaque bouquet est bien entendu cliquable par l'image ou le, nom du bouquet. On peut voir la description du bouquet en question. On peut voir les livres du bouquet. Donc en cliquant là, je vais rentrer directement sur la page descriptive du bouquet. Vous voyez que le filtre appliqué directement apparaît et puis je vais avoir les différents titres qui vont m'être proposés avec les tris dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et puis on peut sauvegarder le bouquet et là vous allez voir à quel endroit je vais retrouver cette sauvegarde. Si jamais, voilà, je souhaite être alerté, un peu comme je vous l'ai montré dans les alertes par bouquet, directement à partir de là, soit avec une fréquence, soit simplement à partir du nom, je peux choisir l'un ou les éléments de ce bloc et sauvegarder le bouquet. Notez ici la petite mention, votre recherche a été sauvegardée et je peux modifier directement en cliquant ici. Quelques secondes d'affichage et après, ça va disparaître. Donc, si je on va continuer avec les sujets, puis je referai une recherche après. Si je bascule donc sur les sujets, on l'a vu tout à l'heure directement avec le sujet qui avait été, pris à partir des, éléments de, menu déroulant. Donc là, j'arrive sur la page générale, on va dire, des sujets et de la même manière, je vais pouvoir ouvrir les sujets principaux et aller chercher les éléments qui m'intéressent et donc faire apparaître les résultats de ce sujet secondaire que j'ai choisi. Le fil d'Ariane est toujours présent. J'ai mes sujets, mes livres avec la notification courte, la présentation courte qui apparaît et puis qui apparaissent et puis j'ai toujours la possibilité de limiter l'accès aux seuls titres auxquels j'ai accès intégral. Donc là, je peux cocher. Et puis, bah, parfois, effectivement, je peux ne pas avoir de résultats parce que, ben, par exemple, dans le sujet que j'ai choisi et par rapport à mes abonnements, il n'y a pas de résultats probants. Donc, je peux revenir dessus et décocher ici et filtrer davantage avec les éléments qui sont proposés à ma gauche. Alors, pourquoi effectivement, d'un côté, quand je coche la case ici, on me dit: «J'ai pas de résultat» et pourquoi j'ai quand même marqué accès intégral? C'est parce que je jongle entre pour mon dé ma démo, d'aujourd'hui, je jongle entre un compte institutionnel qui va accéder à la totalité et puis un compte personnel, voir certains éléments seulement, qui ont été, intégrés, par rapport à, un accès, par exemple, temporaire. Donc
il peut y avoir des éléments différents entre un compte personnel et un accès temporaire, et puis un accès plus complet au niveau institutionnel. Donc, on a vu les livres, on a vu les bouquets, on a vu les sujets. Maintenant, je vais relancer une recherche. Et là, au lieu de passer par le menu déroulant, je vais aller directement sur la loupe, où je peux également cliquer sur Entrée, enfin taper sur Entrée au niveau de mon clavier. Donc j'ai un certain nombre de résultats qui apparaissent, avec toujours les mêmes filtres, bien entendu. Notez que là, du coup, parce que j'ai lancé un terme de recherche, mais ça aurait pu être pareil par rapport à un auteur, il va apparaître en surbrillance au niveau, effectivement, de mes résultats dans les titres, mais également dans le résumé. Là, on voit bien les deux éléments en surbrillance. Et puis, je peux peut-être aller plus loin dans ma stratégie, selon ce que j'ai déjà effectué, et je peux aller sur la recherche avancée qui apparaît ici, et noter que si jamais j'avais rien dans cet espace, je peux cliquer directement à l'intérieur de cet espace et avoir un élément recherche avancée qui va apparaître. Donc là, je peux cliquer sur le bouton recherche avancée, et voilà ce qui va m'être proposé. 3 onglets différents. Recherche avancée en tant que telle, historique de recherche et recherche sauvegardée. Donc, la recherche avancée, je vais avoir la possibilité de limiter sur un certain nombre de champs qui me sont proposés, mais je peux aussi garder tout le contenu et il va chercher absolument partout à l'intérieur de l'ouvrage et des métadonnées. Je peux intégrer un élément de recherche. Donc là, je vais revenir par exemple sur mon terme précédent, puis je peux lui demander de cumuler différents termes et de faire effectivement une autre recherche avec effectivement l'ensemble des éléments que je vais lui demander. Donc, par exemple, je vais chercher dans le résumé, lorsque on parle Cameroun, et puis j'ai également un élément complémentaire ici que je peux utiliser, à savoir un bouquet ou un sujet dans lequel je souhaite que la recherche s'effectue en particulier. Si, par exemple, j'utilise RANS pour renseignement et sécurité, soit je vais avoir la notion renseignement et sécurité par rapport à un bouquet qui va m'être proposé, ou alors un élément sujet comme histoire du renseignement. Donc, il va jongler en fonction ou d'un bouquet ou d'un sujet lorsqu'il va me proposer effectivement les résultats correspondants. Notez que je peux en ajouter un autre. Donc, si je retape renseignement, que je veux également intégrer histoire du renseignement comme sujet, je peux également le faire. Et je peux intégrer autant d'éléments que je le souhaite et éventuellement en supprimer. Après, je vais pouvoir définir des éléments de date, donc où je prends toutes les dates par rapport à ma recherche, ou je vais sélectionner le dernier mois, les derniers 6 mois ou la dernière année. Et enfin, je peux demander une période plus spécifique, donc en définissant un mois, une année de début et un mois, une année de fin. Et je peux lancer directement ma recherche à ce niveau-là. Mais je peux également utiliser d'autres options, à savoir balayer dans tout le contenu de mon catalogue, uniquement le contenu en libre accès. Donc là, ça va faire référence au manuel numérique, en tout cas un pour le moment, et peut-être d'autres dans le futur qui seront également disponibles en libre accès. Et je peux uniquement traiter le contenu auquel j'ai un accès intégral. Et à partir de là, je vais pouvoir effectivement lancer ma recherche. Donc là, je vais un petit peu à l'aveugle, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas de résultat. Donc, ce que je peux faire, je vais affiner ma recherche ici. Je reviens sur les éléments principaux que j'avais choisis. Je vais garder tout le contenu à ce niveau-là et je vais reprendre le bouquet renseignement et sécurité et on va voir si cette fois-ci
j'ai des résultats, toujours pas. Donc je peux affiner en ne prenant pas les éléments par rapport au bouquet et sujet. Et là, je vais avoir des résultats. Notez que par défaut, lorsque on utilise 2 éléments, je dirais, que l'on veut cumuler dans sa recherche, il va prendre l'opérateur booléen AND. Donc automatiquement, il n'y a pas besoin de rajouter, quoi que ce soit au niveau de ces éléments de recherche avancés. Mais si jamais je voulais lancer la recherche par moi-même en rapide, j'aurais pu effectivement directement mettre Afrique, Inde, Cameroun et il aurait effectivement fait une recherche, alors bien entendu avec moins d'éléments de la recherche avancée, mais au moins je peux lancer une recherche directement avec ces opérateurs booléens. Et si je reviens sur la page de recherche avancée, vous avez peut-être noté que sur la droite, il y a un certain nombre de conseils de recherche qui permettent de guider l'utilisateur en fonction de sa stratégie et en fonction des éléments de métadonnées qu'il veut traiter, que ce soit les auteurs, l'usage de phrases, des caractères de remplacement, comment rechercher les DOI. Donc, c'est une aide contextuelle par rapport à la recherche avancée. Euh, il peut accéder. Alors, je reviens et après on va revenir après sur la recherche avancée elle-même, sur cette, page de résultats. Je vais dire par exemple que, je suis intéressé en particulier sur, des éléments économiques, donc peut-être, ce qui concerne la macroéconomie. Donc je vais avoir 3 résultats, donc là on a sur quelque chose de très, précis en termes de retour. J'ai mon fil d'Ariane qui apparaît comme tout à l'heure parce qu'effectivement, je suis sur une notion de filtre par sujet. Notez que j'ai toujours mes filtres appliqués qui apparaissent et je peux ici sauvegarder la recherche. Donc, je vais rentrer le nom d'une recherche comme je le souhaite. Je peux, à ce niveau-là, définir la fréquence de réception d'alerte par email par rapport à cette recherche en particulier. Donc, par exemple, je veux dire que je souhaite une alerte mensuelle, je sauvegarde la recherche. La mention apparaît bien comme quoi la recherche a été sauvegardée. Et si je reviens soit par là, affiner la recherche, soit sur la recherche avancée de tout à l'heure, donc en partant par là, voilà, je vais retrouver mon historique de recherche en deuxième onglet. Donc par rapport à ce que j'ai fait, en particulier les dernières secondes, les dernières minutes, et je peux recliquer sur chacun des éléments pour relancer la recherche. Ça, c'est vraiment par rapport à aux derniers événements que j'ai eus sur la plateforme. Et puis, je vais pouvoir également accéder aux recherches sauvegardées. Donc, qu'est-ce que j'ai comme type de recherche? J'ai soit un bouquet, soit une recherche sauvegardée. Tout à l'heure, effectivement, j'avais, fait une recherche par rapport à un bouquet, donc renseignements et sécurité. C'est le bouquet qui a été pris par défaut. Si j'avais fait une recherche sans passer effectivement par un bouquet ou même par un sujet, j'aurais eu une recherche sauvegardée de base, on va dire, et je peux filtrer à ce niveau-là les éléments que je veux faire afficher. Donc ici, j'ai les recherches par bouquet, on va dire, qui ont été sauvegardées, et là, les recherches sauvegardées par terme. Et donc, on voit la fréquence que j'ai définie. Je peux relancer n'importe quelle recherche à ce niveau-là, et je peux également supprimer l'une de ces recherches, ou je peux tout supprimer d'un coup. Et notez que ce que vous voyez ici, on va le retrouver au niveau du compte. Et là, je vais passer un tout petit peu plus de temps sur la partie compte personnel puis institutionnel. Et on va pratiquement arriver au terme du webinaire. J'ai donc la possibilité, avec mon compte personnel, d'accéder aux recherches sauvegardées, ce que je viens de vous montrer, mais là, c'est uniquement les recherches qui vont apparaître.
par bouquet ou par recherche sauvegardée. Je vais accéder aux droits d'accès. Donc là, c'est en fait en fonction de mon institution ou de mon accès personnel dans le cadre, par exemple, d'un test temporaire ou quelque chose qui n'est pas rattaché directement à mon institution. Donc, je peux avoir effectivement une liste qui va apparaître. Alors, parfois, c'est un petit peu long selon le profil que j'utilise par rapport au compte lui-même. Donc là, on va voir si jamais c'est un petit peu trop long, je passerai. Normalement, il devrait m'afficher, et ça va être la même chose pour l'institution d'ailleurs, il devrait m'afficher l'ensemble des titres qui sont proposés. Alors là, il y a un petit bug sur le premier qui va être réglé. Et donc, j'ai l'ensemble des titres auxquels j'ai accès qui sont cliquables donc, à chaque fois. J'ai une information par rapport à l'accès, donc où il y a une échéance ou il n'y a pas d'échéance. En l'occurrence, là, il n'y a pas d'échéance sur le compte que j'utilise. Fourni par, ben, ça va être soit l'institution de rattachement, soit ce sera effectivement le nom du compte personnel qui va apparaître. Je peux faire une recherche directement à l'intérieur de cette zone par rapport au titre. Donc, si je recherche, par exemple, tout ce qui est au niveau des atlas et je clique sur la loupe, je vais avoir l'ensemble des titres correspondant donc à mon entrée, à Atlas, qui va apparaître. Ah, c'est un petit peu long parce qu'il balaye la totalité du catalogue, donc parfois ça peut être plus rapide. Voilà. Et je peux également trier cette liste par titre, donc par ordre alphabétique, par date de publication ou par date d'échéance si jamais j'ai une date d'échéance. Ça, c'est au niveau de mon compte personnel. Après, je peux éventuellement un jeton d'accès, ça va être par rapport à des accès temporaires qui vont être individuels. Donc, en dehors d'un test gratuit temporaire qu'on peut avoir, il peut y avoir un jeton sur un ou des ouvrages spécifiques. Donc là, il y a un numéro de jeton qui est envoyé par mail à l'individu. Il rentre le numéro et il valide pour pouvoir accéder directement au contenu qui a été demandé. Les alertes, je ne reviens pas dessus, je vous ai montré. Les favoris, pareil. Les recherches sauvegardées également. Maintenant, on va partir sur le compte institutionnel. Donc là, c'est dans le cadre d'un administrateur du compte au niveau de la bibliothèque de l'institution. Il y a la même chose avec les droits d'accès, donc sur l'ensemble des titres qui sont effectivement proposés. Alors, notez que de temps en temps, notamment quand on est sur un espace administrateur, il y a une double vérification qui est faite par rapport à des éléments qui ont été entrés dans le compte de l'administrateur et donc de l'institution. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une double vérification par rapport à l'authentification, là, c'est le cas à ce niveau. Donc, j'ai un code que je reçois, que je rentre, et à partir de là, il va me reconnaître toujours en tant qu'institution et afficher la liste correspondante. Donc là, sur ce compte-là, je crois que ce sont les atlas qui ont été intégrés comme collection en tant qu'abonnement institutionnel. Donc, on a derrière le titre cliquable, la date d'échéance et par qui l'accès est fourni, donc en l'occurrence l'institution à laquelle je suis rattaché et qu'on retrouve toujours bien sûr en haut à gauche de mon bandeau noir. Donc, de la même manière, vous pouvez effectivement balayer la liste. Et puis, tout au bout de cette liste, vous avez d'une part la possibilité d'aller d'une page à l'autre et revenir en arrière si besoin. Et puis, vous avez la possibilité de télécharger un fichier texte qui est séparé par les tabulations pour reprendre l'ensemble des données intégrant titre, date de publication, ISBN et URL. Donc, ça vous permet d'avoir un instant T un fichier de tous les titres auxquels vous avez accès en texte intégral, en tant qu'institution, quelles que soient les collections, quels que soient les choix que vous avez faits entre l'abonnement, l'achat pérenne. Il y en a un, il n'y aura pas de date d'échéance, l'autre, il y aura une date d'échéance si c'est un abonnement. Et donc, vous avez effectivement ces éléments que vous pouvez récupérer dans ce fichier. Ensuite, rapidement, on va avoir une page dédiée au rapport statistique d'usage. Notez tout de suite
qu'au niveau de votre institution, vous avez des informations liées aux données Sushi. Donc, l'idée de demandeur et l'idée de référence client apparaissent directement en clair. Vous pouvez éventuellement accéder aux données de rapport qu'on appelle Atipon Insights, donc rattachées à notre partenaire. Et vous pouvez effectivement choisir d'envoyer le mail donc lorsqu'un rapport est disponible et éventuellement modifier les paramètres, à savoir quand, sur quelle période vous voulez que les rapports soient envoyés et le type de rapport. Alors, il va y avoir un nettoyage qui va être fait par rapport à cette liste, puisqu'il y en a encore par défaut qui sont sur des revues. Et comme nous ne traitons que des ouvrages, il va y en avoir pratiquement 3 fois moins. Et tous les rapports disponibles, effectivement, apparaîtront. Il suffira de sélectionner les formats et les destinataires, voire tous les administrateurs de l'institution, puisque vous allez voir dans quelques secondes que toute institution va pouvoir avoir un ou des administrateurs pour effectivement accéder à ce type d'information. Et il suffit après de valider la demande de rapport, il arrivera par mail. Euh, je reviens donc sur le compte institutionnel. On a vu rapport statistique, plage adresse IP. C'est le même principe. En gros, on va pouvoir gérer directement en tant qu'institution et en tant qu'administrateur les adresses IP qui sont déjà rentrées, celles éventuellement que vous voulez ajouter, celles que vous voulez supprimer, mettre à jour un certain nombre d'éléments, afficher les plages d'adresse IP telles quelles au niveau de la plateforme et éventuellement les envoyer par mail. Donc, les administrateurs ou l'administrateur va recevoir par mail la liste des adresses IP pour éventuellement faire une vérification et, pourquoi pas, faire des modifications. Notez qu'on a également mis la possibilité de mettre une adresse IP du serveur LOX. Et à partir de là, effectivement, il suffit de rentrer une adresse et valider. Ensuite, nous avons la possibilité d'intégrer un résolveur de liens. Il y a parfois des institutions qui ont besoin de créer ce type de résolveur. Donc, on va pouvoir intégrer une URL et choisir un fichier pour pouvoir l'intégrer sur la plateforme ou sur une zone extérieure qui permet de faire rebondir l'utilisateur au niveau d'un lien spécifique, d'un outil spécifique. Donc, à partir de là. On va pouvoir configurer la totalité d'un serveur proxy, qu'on appelle un serveur proxy fiable. Il n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui aient besoin d'aller jusque-là, mais bon, sachez que vous pouvez effectivement gérer pour un nouveau serveur un certain nombre de données, comme vous voyez à l'écran, et avoir la totalité d'un serveur proxy configuré. Mais si on a une adresse EasyProxy qui nous est donnée, on ne passera pas par ce biais-là, on n'aura pas besoin. Gérer les administrateurs, donc je rebondis par rapport à ce que je disais il y a quelques secondes, on va pouvoir gérer un ou des administrateurs directement à partir de cet espace-là. Donc je supprime, j'ajoute et je décide éventuellement quel est l'email de base pour recommander un ouvrage à mon bibliothécaire. Donc à ce niveau-là, je vais pouvoir également faire cette modification, ajouter un nouveau contact et ça va être pris automatiquement dans l'espace institutionnel auquel l'utilisateur aura accès. Le comarquage, ça correspond à tout ce qui est disponible ici. Donc, vous allez pouvoir par vous-même, avec quelques éléments à respecter, des tailles, des choses comme ça, pour le logo, vous allez pouvoir intégrer le texte de la bannière que vous voulez, le logo que vous voulez, le lien vers votre institution ou un autre lien, comme bon vous semble, pour que ça apparaisse effectivement à ce niveau-là. Et puis, vous le verrez également dans la liste des titres qui sont souscrits ou acquis, comme je vous l'ai montré, dans ce qu'on appelle les droits d'accès. Et je vais finir dans ce bloc institutionnel par quelque chose de très important pour vous également, à savoir les fichiers de type KBART ou marque, donc les notices marques. Ici, donc, nous allons avoir la possibilité de demander, il y a une petite erreur là, la version souscrite là, devrait disparaître. On devrait pouvoir demander directement un rapport KBART sur la totalité des contenus disponibles donc, du catalogue. Et puis, on va pouvoir limiter ce type de fichier uniquement à ce à quoi on a souscrit ou que nous avons acquis en tant qu'institution. On va décider à qui on l'envoie.
à ce niveau-là, donc tous les administrateurs, une liste de diffusion, donc on peut mettre un ou des administrateurs temporairement dans cet espace-là, ou alors si je veux me l'envoyer à moi uniquement en tant qu'administrateur unique de l'institution. Ensuite, au niveau des notices marques, on a la même chose. On va pouvoir récupérer l'ensemble des notices de tous les ouvrages du catalogue. On va pouvoir limiter uniquement aux ouvrages qui ont été souscrits ou acquis, ou alors éléments-là vont pouvoir être traités selon le format. Alors aujourd'hui, on a un format marque et un format XML. Et demain, et le demain est encore à définir puisque ça fait partie des choses que notre partenaire doit mettre en place prochainement, il va y avoir la possibilité autant de traiter des marques 21, donc ce sera marqué marque 21, puis Unimark. On a commencé par les marques 21, on a demandé un certain nombre de champs et de valeurs supplémentaires par rapport à ce qu'ils avaient par défaut au niveau de leur outil administrateur. Et donc, on va faire exactement la même chose pour l'Unimark. Et lorsque ce sera opérationnel, il y aura la possibilité de traiter du Mark 21, de l'Unimark et du XML. Et après, on sélectionne effectivement les destinataires ou uniquement la personne administrateur si elle est seule et qui apparaît directement là, ou alors on demande que ce soit envoyé à tous les administrateurs de l'institution. Donc voilà, grosso modo, pour les éléments, je dirais, de gestion des contenus, des données, des métadonnées, et puis tout ce qui concerne le compte que je viens de vous montrer. Et je terminerai en quelques secondes en vous montrant les onglets qui sont effectivement à droite. Donc une page correspondant à ce que nous faisons, ce que nous proposons. Donc ça permet à tout à chacun d'aller voir un petit peu, quand on met des choses à jour, les nouveaux sujets, les nouvelles collections, des chiffres, des fonctionnalités et un certain nombre de supports de communication que l'on peut télécharger librement à tout moment. La liste des collections thématiques à jour, donc au fur et à mesure qu'elles sont publiées et validées. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui va être mis à jour et publié au fur et à mesure. L'aide en ligne, donc quelque chose qui a été également modifié, adapté par rapport à la nouvelle plateforme. Aujourd'hui, donc, nous avons une première partie de foire aux questions. Donc, chacune des questions va amener effectivement une réponse, donc un petit peu sur le même principe que l'aide actuelle. Et nous avons maintenu les pages d'aide que nous avons encore une fois adaptées. Donc, une page pour commencer l'usage de la plateforme, pour aller un petit peu plus loin et spécifiquement pour les bibliothécaires. Et notez qu'il y aura prochainement, donc quand le lancement aura eu lieu et qu'on aura pu un petit peu expérimenter en live l'ensemble des fonctionnalités, on va préparer un tutoriel ou d'autres éléments qui seront effectivement disponibles pour une prise en main plus facile, illustrée pour les utilisateurs. Et puis un onglet pour nous contacter si on a besoin d'accéder à des numéros de téléphone, email ou des informations sur la société, notamment quand on remplit des fiches fournisseurs, quand on crée un code fournisseur ou des choses comme ça. Notez qu'on peut directement souscrire ici à la lettre d'information et télécharger la dernière plaquette. Celle-ci va être également mise à jour prochainement pour bien sûr prendre en compte les nouveaux éléments de cette plateforme. J'en ai fini avec la présentation. Je vais regarder s'il y a d'autres questions que je n'ai pas encore vues et auxquelles je vais répondre. Et vous pouvez continuer, bien entendu, à poser vos questions et je vais y répondre. Alors, je remonte un petit peu plus haut. Alors oui, là, il y a une question qui a été posée. Attendez, je remonte encore. Euh, voilà. OK. Alors, création de compte avec adresse mail institutionnelle obligatoire. Alors, c'est oui et non, parce que pour créer un compte, il va falloir passer effectivement par System Connect,
comme je vous ai montré, sauf si on est en mesure de récupérer identifiant et mot de passe du compte admin et bien entendu l'email administrateur que nous avons utilisé jusqu'à maintenant pour le compte institutionnel, et auquel cas, on n'aura peut-être pas besoin de créer de nouveau un compte, mais plutôt de migrer les données d'un compte existant aujourd'hui sur la plateforme actuelle vers la nouvelle. La consultation offline échappe aux statistiques de consultation? C'est une bonne question. Il va falloir que je vérifie avec, notre partenaire par rapport aux outils statistiques. Alors Counter, je sais que non, il ne me semble pas qu'on puisse les intégrer au niveau Counter. Par contre, il y a peut-être des rapports, avec l'environnement Insight auxquels on va pouvoir accéder, pour, les, outils de consultation offline. Donc, question à la qu'on on réponde en interne et on puisse vous répondre, à travers les éléments d'aide en ligne. La plateforme est-elle compatible avec Zotero? Oui, j'ai effectivement répondu avec, le format BibTeX au niveau de la gestion des outils bibliographiques. Alors, la mise en ligne de la nouvelle plateforme est prévue pour quelle date? Normalement, si tout va bien, et c'est ce qu'on souhaite obtenir avec notre partenaire, c'est lundi prochain, donc le 11 septembre. Par contre, il peut y avoir un décalage en termes de fuseau horaire entre les équipes techniques, les équipes opérationnelles avec lesquelles on travaille. Donc, on va dire que d'ici fin de la journée du 11 septembre, ça devrait être totalement opérationnel. Et donc, en arrivant le matin du 12, en cliquant sur numéricpremium.com ou en partant de n'importe quel lien qui existe déjà dans vos catalogues, on devrait basculer sur la nouvelle plateforme et il y aura bien entendu éventuellement une dernière communication qui sera faite ou sur les réseaux ou auprès des, je dirais, interlocuteurs administrateurs des comptes pour le confirmer. Il n'y a plus dans la liste la mention pour les bouquets auxquels on a accès. C'est exact, effectivement. On a, arrêté cette page, qui était, je dirais un peu intermédiaire entre ne rien avoir comme élément de rattachement aux abonnements ou aux achats et le fait de pouvoir limiter directement aux données, auxquelles on a accès intégralement, donc avec, la case à cocher dans le filtre que je vous ai montré, et puis les données auxquelles on peut accéder également avec fichier CABART, fichier marque ou les données des abonnements. Donc, en l'occurrence, si je cliquais sur le lien ici, mes abonnements, j'arriverai directement sur la liste à laquelle mon institution souscrit. Auquel cas, c'est encore plus précis que la page des bouquets qu'on avait jusqu'à maintenant. Bon, c'est un parti pris que nous avons décidé d'avoir par rapport à cette nouvelle plateforme. Alors, en septembre, pour la bascule, il n'est pas précis si les 2 versions coexisteraient. Normalement, non. On devrait, pouvoir basculer directement de l'une à l'autre, avec, bien entendu, un certain nombre de tests qui vont être faits en amont, sachant que nous avons une, plateforme qu'on va appeler un peu bêta, donc qui est uniquement propre à nous en interne pour faire quelques tests, quelques vérifications. Et puis, il y a une plateforme live, donc, celle à laquelle, vous aurez accès et celle que je vous montre, actuellement. Et donc, on est, sur, je dirais normalement une bascule automatique, de l'une à l'autre, sans, devoir faire coexister les 2. Mais, il y aura probablement, un revenir à l'ancienne quelque temps. Bien compte personnel, un étudiant d'une institution donnée pourra donc consulter la liste des documents auxquels il a accès via l'item droit d'accès, c'est bien ça? Oui, exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, format marque, j'ai répondu Unimarque ou Marque 21. Il y a des questions qui ont dû apparaître au fur et à mesure que je présentais. Hem, pour la création de compte pour les étudiants, c'est le même principe exactement, tout à fait. Donc on va voir dans quelle mesure on peut récupérer les éléments du compte, de la plateforme actuelle vers la nouvelle, et il y aura besoin effectivement de recréer le compte à partir de la, zone connect que je vous ai présentée pour être sûr que ce soit pris en considération dans le nouvel, environnement. Oui, système connect exactement. Ont-ils besoin de leur mail institutionnel pour créer le compte?
S'ils n'en ont jamais créé, pas forcément. Ils peuvent bien entendu utiliser un compte institutionnel, mais ils peuvent également créer un compte personnel. Comme je vous ai montré, on peut passer par un compte Google, Apple, Microsoft. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. En tout cas, si j'en ai raté, n'hésitez pas à me le signaler en prenant la parole ou en levant la main. Dans le pire des cas, si jamais j'ai pas encore répondu à tout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, avec là où les questions que vous vouliez poser ou que vous souhaitez poser a posteriori. Non, apparemment, c'est bon, j'ai tout. Donc, bah, je vous remercie beaucoup pour votre présent. J'espère que, cette présentation, ce webinaire a été clair, vous a permis d'avoir pas mal d'informations que vous allez pouvoir communiquer auprès de vos usagers, auprès de vos collègues en bibliothèque, pour préparer également des supports de formation. Bien entendu, on reste à disposition, je dirais aujourd'hui jusqu'au lancement et puis après le lancement. Notre objectif en soi est d'avoir le minimum, voire pas du tout, d'interruption de service, que tout soit parfaitement, transparent pour l'utilisateur, qui retrouve un environnement, convivial, ergonomique, et un peu plus moderne, un peu plus graphique. Je ne vous ai pas montré toutes les pages de toutes les collections, mais vous allez pouvoir les découvrir, par vous-même. Et puis, bon, bien entendu, on va être extrêmement vigilant, présent, pour les premiers jours, après la bascule, vérifier que tout fonctionne bien et on sera, disponible pour répondre à toute question, réparer, s'il y a besoin de réparer et voilà, être sûr que, je dirais bascule, va se passer dans les meilleures conditions. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer. Encore une fois, vous pouvez m'envoyer un mail et je répondrai. Et toutes les questions auxquelles j'ai pas pu donner une réponse, définitive, aujourd'hui, soyez rassurés, vous aurez une réponse qui apparaîtra, sur la plateforme, pour être sûr effectivement que vous avez l'information qui vous intéresse. Voilà, j'ai 5 minutes si vous avez encore, des questions, des commentaires, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas et puis après, voilà, on va clôturer la présentation. Alors oui, très bonne question, j'ai oublié de vous le dire. L'enregistrement de, la présentation, va être, prochainement diffusé. Je ne sais pas encore par quel biais. Est-ce que ce sera par Couperin? Probablement. Il y aura également, certainement au moins une version des webinaires, peut-être la plus complète en fonction des questions, des choses comme ça. On va voir, qui sera directement, sur la plateforme, dans la zone, aide en ligne, je pense. C'est pas encore défini, mais on va probablement faire quelque chose comme ça et là où il peut y avoir eu des coupures de connexion, ça a été le cas malheureusement, très, peu de temps, sur le premier et le deuxième webinaire, il y aura peut-être des coupes à faire au niveau de la vidéo donc on va les retraiter et les mettre à disposition ensuite.